En 1922, la Société des Nations présente à la Grande-Bretagne une charte du mandat britannique sur la Palestine. Et dans cette charte, il est mentionné très spécifiquement que le mandat britannique devrait instituer une agence juive, a Jewish Agency, pour représenter la population juive auprès des autorités britanniques. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Yigal Palmor. Yigal, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin et on vous présente d'emblée nos condoléances pour le décès de votre père, Eliezer Palmor, qui est décédé il y a un mois, quasiment presque jour pour jour. Et nous allons revenir sur la personnalité de votre père, qui était un diplomate renommé en Israël, dans la seconde partie de notre entretien. Mais je voulais qu'on revienne sur un anniversaire, ou alors c'est peut-être le premier des anniversaires du centenaire de l'Agence juive. Vous qui êtes le directeur, je le rappelle, des relations internationales au sein de l'Agence juive. On nous dit que c'est le centenaire de l'Agence juive. Alors, c'est selon quel calcul? Parce que certains disent que l'Agence juive a été fondée en 1929. On est déjà dans le centenaire ? Non, pour l'Agence juive, l'anniversaire officiel, le centenaire officiel, c'est dans 7 ans. Nous fêtons nos 93 ans. Alors pourquoi la rumeur se répand sur le fait depuis l'inauguration de l'institution. Mais ceux qui parlent de centenaire se réfèrent à une date très précise. En 1922, la Société des Nations présente à la Grande-Bretagne une charte du mandat britannique sur la Palestine, c'est-à-dire c'est l'autorisation de la communauté internationale pour la Grande-Bretagne de contrôler et de gérer le territoire nommé Palestine à l'époque, un territoire qui comprend aujourd'hui Israël, les territoires palestiniens et la Jordanie. Et dans cette charte qui constitue un document à valeur internationale, à autorité internationale, il est mentionné très spécifiquement que le mandat britannique devrait instituer une agence juive, a Jewish Agency, pour représenter la population juive auprès des autorités britanniques. Donc, si on calcule le centenaire, c'est le centenaire depuis que la communauté internationale a reconnu la nécessité de fonder une agence juive pour servir de représentation à la population juive de Eretz Israël, Palestine. Donc le terme d'agence juive, c'est pas un terme qui a été désigné par le Yishuv, mais par la communauté internationale. Exactement, c'est un terme de la Société des Nations, l'entité qui a précédé aux Nations Unies, et donc c'est un terme, effectivement, qui a une validité internationale. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il va y avoir des commémorations marquant cet anniversaire, ce centenaire, au moins de l'annonce par la Société des Nations de cette création d'une agence juive ? Pas que je sache, parce que tout le monde se réfère plutôt à la fondation de l'institution, ce qu'elle est, l'inauguration de l'immeuble historique que tout le monde connaît à la rue King George, et c'est depuis ce moment-là que l'on compte, depuis que, évidemment, l'agence s'est constituée et commence à faire son travail pour la population juive en Israël, mais aussi à l'étranger, c'est-à-dire pour faire venir des olim, parfois avec l'autorisation des autorités britanniques, et très souvent de manière dite illégale, c'est-à-dire sans l'autorisation des autorités du mandat. Alors, est-ce que je peux vous poser une question? J'espère que je ne vous colle pas, mais qui était le premier président de l'Agence juive, le premier leader de l'Agence juive? Est-ce que c'était Ben Gurion ou il y en avait d'autres avant? Oui, alors très bonne question. Tout le monde répond Ben Gurion. Non, le premier président était Arthur Roupin. Ah, oui. Il y a une avenue Roupin aujourd'hui dans le centre de Jérusalem, là où était l'ancien ministère des Affaires étrangères. Et il a présidé sur l'agence juive 2 ans, je crois, et puis après, c'est Ben Gurion qui l'a succédé. Et Ben Gurion, évidemment, c'est le père historique de la nation. Tout le monde connaît, et oui. Ceux qui ne connaissent pas devraient lire tous les livres qui ont été écrits sur la fondation de l'État d'Israël et le rôle qu'a pu jouer Ben Gurion et qu'a pu jouer aussi l'Agence juive, bien sûr. Donc finalement, il n'y a rien eu entre 1922 et 1929, il n'y a pas eu de création d'une institution qui ressemble à l'Agence juive, mais c'est à partir de 29. Non, il y a eu une institution
je crois qu'elle s'appelait Vaad Ishovad Alia. Enfin, il y a une institution qui n'était pas encore, qui n'avait pas l'envergure qu'allait prendre l'agence juive. Il y a eu un embryon d'institution qui a commencé à organiser la vie sociale et politique des Juifs. Son bureau était à Jaffa d'ailleurs. Il a été pris d'assaut au cours des diverses émeutes qui ont eu lieu dans les années 20 par des Arabes de Jaffa, mais ce n'était pas encore l'agence juive, c'était juste une institution qui préparait l'avènement et l'établissement de cette grande maison qu'est l'agence juive. Alors, juste une question d'actualité. On termine cette année 2022 dans quelques semaines. Est-ce qu'on peut déjà dresser un bilan au niveau des données de la LIA, qui est l'une des actions prioritaires, on va dire, de l'agence juive ? Oui, c'est effectivement une action prioritaire. Je peux donner les chiffres de janvier à novembre. Il reste encore le mois de décembre qu'on n'a pas calculé. Je peux dire qu'on compte plus de 60 000 Olim cette année, 33 000 Olim de Russie et 14 000 d'Ukraine. Pour la France, il y a une baisse de presque 40%. Ah oui. Et on en est à 2 000 Olim pour cette année. 2000 Olim seulement de France cette année. 2000, oui. Ouais, alors il faudra effectivement essayer d'expliquer les raisons de cette baisse sensible. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions sur cet aspect historique, on va dire, de la création de l'agence juive. Comme je le disais, je voudrais que l'on rende hommage d'une certaine manière pendant quelques minutes à votre père, parce que qui est décédé donc le 9 novembre dernier, il y a environ un mois, à l'âge de 93 ans. C'était une personnalité, c'était un diplomate très célèbre dans le monde de la diplomatie israélienne, on va dire peut-être même au début, à la belle époque de la diplomatie israélienne, si l'on peut dire ainsi. Et il a servi en particulier, on peut le souligner pour les francophones, en Belgique et à Paris. Rappelez-nous un peu ses missions en tant que, je crois qu'il était ambassadeur d'Israël à l'UNESCO, c'est cela ? Oui, c'était son dernier rôle, son dernier poste diplomatique. Il était ambassadeur d'Israël à l'UNESCO au début des années 90, justement quand l'organisation a pris un tournant historique pro-israélien. Il s'est lié de liens d'amitié très forts avec le nouveau secrétaire général espagnol, Federico Mayor. Ils ont organisé des tas d'événements historiques au profit d'Israël, mais aussi pour le processus de paix. Rabin et Peres étaient invités. Ils ont organisé un grand colloque international juif et arabe à Grenade. Il y a eu énormément d'actions. L'UNESCO a reconnu la ville blanche de Tel Aviv comme patrimoine de l'humanité. C'était vraiment le grand temps de l'amitié entre Israël et l'UNESCO. Il y a pris sa part, il a eu un grand mérite de profiter de ce tournant historique, et c'est quelque chose qui l'a marqué pour le reste de sa vie, bien entendu. Après, les choses ont un peu changé, mais bon, c'était son dernier poste qu'on n'a pas oublié. Avant, il était ambassadeur en Uruguay, il était ministre plénipotentiaire à Paris. Il était en Belgique, en Norvège, en Argentine. Il a écrit des livres sur voilà, il était écrivain parce qu'il a écrit plusieurs livres sur différents sujets historiques et même sur une affaire dont vous avez été vous-même d'une certaine manière un peu témoin. C'est l'affaire Lillehammer en Norvège. C'était donc il y a près de 50 ans. Oui, alors l'affaire Lillehammer, c'est évidemment l'attentat du Mossad contre un terroriste palestinien, mais il y a eu erreur sur l'identité et c'est malheureusement un serveur marocain qui a péri, mais une partie du commando a été appréhendée par les autorités norvégiennes. Des Israéliens et des Israéliennes ont été envoyés en prison, condamnés à des peines de prison en Norvège, et mon père, en tant que responsable de l'ambassade d'Israël en Norvège, était celui qui était en charge de maintenir le lien avec eux. Et le lien, ça voulait dire des visites fréquentes, ça voulait dire faire un seder de Pessah à l'intérieur de la prison. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Et c'était aussi de faire du lobbying dans les coulisses pour leur amnistie. Et ils ont effectivement été amnistiés, ils ont pu rentrer en Israël après 2 ans. C'est une expérience qu'il a racontée dans un livre, qui a fait beaucoup de bruit à l'époque.
On peut dire que c'est lui qui vous a insufflé le virus de la diplomatie. Oui, je crois que c'est indéniable. Moi, la première fois, je suis apparu sur un écran de télévision étrangère pour parler d'Israël, c'était à l'âge de 10 ans. C'était à Bruxelles, il y avait à ce moment-là une émission pour enfants sur les pays du monde et ils ont fait une émission sur Israël. Ils ont donc demandé un garçon et une fille israéliens pour parler de leur pays et c'est à l'école, à l'Athénée Maïmonide où je suivais mes études à l'époque. C'était une école juive bruxelloise. C'est là où ils ont été chercher les jeunes Israéliens et donc à 10 ans, j'étais sur les écrans de la télévision belge pour parler d'Israël. Je crois que effectivement ça m'a motivé par la suite. Je n'étais pas conscient de ça à l'époque, bien sûr, mais quand je reviens en arrière, c'est en observant, je crois, mon père et en faisant ce petit travail de soutien familial que j'ai pris goût à la diplomatie et à la représentation d'Israël. Eh bien, Yigal Palmor, merci beaucoup de nous avoir parlé de votre père pendant quelques minutes et de nous avoir donc rappelé cet événement historique lié à la Société des Nations qui elle-même nous a expliqué que de facto, eh bien, l'agence juive a été créée, on va dire, à l'initiative de la Société des Nations. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Merci, bonne journée.